Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui une vidéo spectaculaire, hein. On l'attendait, je l'attendais impatiemment. Quelqu'un a répondu à mon appel de la toute première vidéo de cette série de lecture confinée. C'était, souvenez-vous, hein, c'était des débuts de romans, quelques phrases. Hein, c'était très court, écrit par l'auteur sanguin Martin Giguère il y a plusieurs années, 20-25 ans. Des débuts de texte qu'il n'a pas poursuivis. Et bien là, je demandais aux gens de conclure les histoires et quelqu'un a conclu l'histoire de la corneille rouge. Vous vous souvenez de l'histoire de la corneille rouge, hein, pour ceux qui ne savent ils se souviennent pas vraiment, aller voir la première vidéo. Et puis là, j'ai reçu, j'ai reçu cette élision-là, digne d'un petit village. Alors, j'ai reçu, voilà, une lettre, bien sûr, de Madame Corinne Boutrin, je sais pas comment bien prononcer, Corinne Boutrin. Voilà, Corinne, hein, qui m'a envoyé un petit message. Je vais vous lire son début de message. L'auteur en confinement que je prétends être a bien essayé de faire un roman avec la corneille rouge, mais ce n'est pas ce vers quoi mon imaginaire s'est dirigé et, malheureusement, heureusement, c'est lui qui mène. Lui et moi arrivâmes tout de même à une histoire somme toute complète. Voici donc ce qui a été pondu en lieu et place de la grande épopée à laquelle vos prémices m'avaient fait rêver. C'est un peu bizarre comme lettre, c'est comme dire « Ah, j'espérais tellement plus, mais je vous offre ça, là. » C'est comme se dédouaner de ce qu'on va penser de son texte. C'est comme dire, je sais pas moi, je donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, c'est comme dire « Ah, il y aura plus de 2000 médecins spécialistes disponibles dans les CHSLD, mais finalement, il n'y en a que 325. » C'est un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous lire ce texte et on va essayer voilà, je vous lis, je vais vous relire quand même le début de Martin Giguère. Alors voilà, on commence. C'était une corneille rouge, hein, souvenez-vous, une boule de feu dans un ciel de nuit. La lune ne paraissait plus, quoiqu'elle fût pleine. Hein, l'oiseau il est tellement rouge, il est en face de la lune, on n'est plus capable de voir la pleine lune. L'oiseau brillait trop fort, à en faire délirer ses spectateurs au sol, tirés de force du lit pour contempler un animal aussi singulier. Hein, les gens s'étaient réveillés, mais bon Dieu, il y a de la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est une corneille rouge. Lionel Brimont, par exemple, en eut les sourcils calcinés, et Brigitte Villeneuve, sa voisine, la peau bronzée comme en été. Hein, voilà les effets de la corneille rouge. Et voici, là, c'est terminé pour Martin Giguère. Voici la suite stupéfiante de Corinne Boutrin. Le petit Jules, un nouveau personnage là, le petit Jules dont tous, à commencer par sa propre mère, pardon, se demandaient qui était exactement le père. Hein, on ne sait pas qui, tout le monde se demande qui est donc le père de Jules. Hein? C'est comme tout le monde se demande qui est vraiment le père de Justin Trudeau. Est-ce Pierre Elliott? Est-ce Fidel Castro? Vous savez, il y a cette étrange rumeur là. C'est la même chose dans le cas de Jules. Ça veut dire que la mère de Jules, hein, elle couchait à gauche et à droite, elle participait à des bacchanales, des orgies avec force branlette espagnole. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le petit Jules, dont tous, à commencer par sa propre mère, se demandait qui est exactement le père, plissait ses yeux extrêmement myopes pour mieux définir les contours diffus de l'étrange volatile. Hein. Il est dehors, puis il tente de voir, puis il plisse les yeux. Pensez à Monsieur Magou. On pense à Monsieur Magou, là, quand il regarde la corneille rouge. La tête légèrement penchée sur l'épaule droite, une mauvaise habitude que Force Taloche n'avait pas réussi à corriger. Alors lui, ça veut dire que sa mère, en plus de cocher à gauche et à droite, d'aucuns diront qu'elle est une salope, hein, elle mangeait également des taloches par sa mère qui avait tendance à pencher un petit peu vers la droite. Il clignait frénétiquement des paupières, les yeux mi-clos, concentrés sur le corvidé écarlate. C'est quand même bien. Hein? Et il est concentré sur le corvidé écarlate. S'il y a quelque chose pour laquelle Jules était bon, c'était la concentration. Que veut-on nous dire par cette phrase? Concentration, on pense que lui vit un enfer dans son système familial. Hein? Alors il est comme dans une espèce de camp de concentration avec sa mère. Là, il était au comble de la fascination pour cet être aviaire flamboyant. Hein? C'est quand même quelque chose. Hein? Il était comme un peu comme la pièce de théâtre que je vous l'ai lue, là, la pluie de papillons. Il était comme les gens. Un papillon, hein, pour lui, une corneille rouge. Hein? Il n'a pas. N'oubliez pas, Monsieur Magou, une corneille rouge. Voilà, il était en extase. Voilà, ce on parle bien sûr de cet être aviaire flamboyant. Ce dernier
raya soudain avec une telle puissance que la vieille Madame Simoneau, nouveau personnage, que la vieille Madame Simoneau, qu'on disait pourtant sourde comme un pot, sursauta assez fort pour tomber sur les fesses. Imaginez le cri de cette Corneille rouge. Son coccyx s'émietta comme un biscuit soda. Quand même, elle avait les os fragiles, elle avait peut-être ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Et peut-être qu'elle se plaignait depuis des décennies. Oh, ma maladie des os de verre, mon Dieu, que j'ai une vie terrible, j'ai les os de verre. Mais est-ce qu'elle ne pensait pas aux gens qui vivent dans les pays pauvres, qui eux peut-être n'ont pas la maladie des os de verre, mais retrouvent des vers dans leur eau? Alors je vous demande, c'est quoi le pire? D'avoir les maladies des os de verre ou d'avoir constamment des vers dans son eau? Alors je mets un petit sondage, je vais essayer là, mettre un petit sondage. C'est quoi qui est pire? Est-ce les eaux de verre ou les vers dans son eau? J'ai hâte de savoir. La panique saisit la plupart des individus présents. Le fils de Madame Simoneau la jeta à la va-vite à l'arrière de son pick-up, ce qui eut raison de son col du fémur, toujours cette maladie, et rejoignit sur la route tous ceux qui fuyaient en faisant crisser leurs pneus. Jules, le petit garçon, son niveau, Jules, le corps aussi immobile que ses yeux étaient mouvants, ne prêta que peu d'attention à ce mouvement de foule. Tout le monde fout le camp, mais lui, il reste là. Il était subjugué par le phénomène qui embrasait l'espace au-dessus de sa tête. Il ne pouvait quitter les yeux de ce feu dans les cieux de la Corneille rouge. Ça nous rappelle bien sûr l'histoire de Lot, ses filles et la femme de Lot dans la Bible, de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous, à Sodome et Gomorrhe, c'est comme pour la mère de Jules. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des bacchanales, des orgies, tout le monde couchait à gauche et à droite. Il y avait force branlette espagnole, mais Lot, ses enfants et sa femme, eux autres, ils étaient très pieux, ils croyaient en Dieu et Dieu a voulu être gentil. Il dit, allez Lot et toute ta bande, foutez le camp, mais ne vous retournez pas quand vous allez fuir. Et Dieu, qui est un être si gentil, il a sacré le feu dans Sodome et Gomorrhe. Il y a eu beaucoup de feu. Lot et ses filles et sa femme, ils s'en vont, ils fuient, mais la femme de Lot qui court moins vite, elle sent une petite chaleur derrière elle. Elle se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai oublié de fermer le rond du poêle? Elle se tourne et mon Dieu, elle voit Sodome et Gomorrhe brûler. Et Dieu, cet être si généreux, la transforme en statue de pierre. En statue de sel, soyons précis, en statue de sel, et bien sûr, elle devient totalement inutile, elle n'est plus utile, mais elle aurait été très utile ici au Québec lors des crises de verglas. Si vos marches d'escalier sont glacées, mais tu prends la statue de sel de la femme de Lot et tu peux enlever le sel dans ton escalier. Voilà un bon truc pour si vous êtes changé en statue de sel ou un membre de votre famille. Où en étais-je? Il était subjugué par le phénomène qui embrasait l'espace au-dessus de sa tête. Des cloques se formaient sur son visage rubescent. Rubescent, un très beau mot employé par Corinne, là, rubescent, c'est-à-dire qui devient rouge, comme dans la phrase, à cause de la COVID-19, les finances publiques sont rubescentes. Elles deviennent rouges. Et sur toutes les parties de son corps qu'exposait son pyjama trop petit et les trous de ses pantoufles, on va apparaître plein, il devient totalement rouge. Il pourrait bientôt postuler pour le rôle de la torche humaine dans la prochaine adaptation cinématographique des Quatre Fantastiques. Une odeur de cochon grillé émanait de son crâne où commençaient à grésiller ses cheveux mal lavés. En plus, il est mal lavé. Imaginez, sa mère, elle couche à gauche et à droite, on ne sait pas c'est qui le père, elle donne des claques à son enfant, elle ne lui lave pas les cheveux, l'hygiène n'est vraiment pas bonne, et en plus, elle lui donne un pyjama trop petit, il y a des trous dans ses pantoufles, il fait pitié, notre ami Jules. Son buste suivait l'inclinaison de sa tête, souvenez-vous, il penchait là, son buste suivait l'inclinaison de sa tête et tendait de plus en plus vers le sol, alors que son esprit s'envolait pour rejoindre le noyau de cet oiseau infernal ô combien providentiel. C'est quand même beau, son corps s'en va vers le sol, mais son esprit s'en va, lui, vers les cieux, vers la Corneille rouge. Au petit matin, dans les rougeoiements évanescents, ça veut dire qu'il disparaît graduellement là, au petit matin, dans les rougeoiements évanescents de l'aube, on découvrit une petite statue de métal au reflet cuivré. Sa forme générale se prêtait fort bien à en faire une fontaine que l'on plaça dans un bassin en forme de demi-œuf. Ils ont fait une œuvre d'art avec. J'espère qu'ils ne l'ont pas mis sur un rond-point à Ville-Saguenay. Il n'y a personne qui va comprendre et les gens vont chialer sur Facebook.
L'eau y est hélas terriblement féreuse. Hein, l'eau qui sort de cette fontaine y est terriblement féreuse. Mais elle semble bien bonne pour consolider les eaux de Madame Simoneau. Hein, un gentil retour avec ce personnage. Des corneilles d'un noir de jet s'y baignent en grand nombre. La maman du petit Jules songea parfois à signaler sa disparition. Mais à quoi bon? Hein, elle s'en fout, j'ai jamais occupé de son fils. Et c'est bizarre, hein, qu'il s'appelle Jules, le fils, et Jules, quel est un Jules célèbre? Il y a Jules César, mais il y a aussi l'auteur Jules Renard, qui a écrit bien sûr Poil de carotte. Et qui était Poil de carotte? C'était un enfant mal aimé, qui lutte contre les humiliations quotidiennes et la haine maternelle. Voilà, je sais pas si Corinne a voulu faire un lien avec Jules Renard, mais on va terminer, je me lance dans une explication qui n'est sans doute pas la bonne. La maman du petit Jules songea parfois à signaler sa disparition, mais à quoi bon? Et là, ça se termine par une phrase mystérieuse, on ne sait pas trop. Une nuit, une corneille rouge, minuscule boule de feu, se glissa dans son lit et profita de l'épaisse fumée pour disparaître à jamais dans les cieux. Est-ce la suite de la mère qui veut pas signaler la disparition? Est-ce que la corneille est revenue, a fait disparaître la mère? Ou est-ce la morale de l'histoire? On ne sait pas. On est dans une étrangeté. En littérature fantastique, on dirait une inquiétante étrangeté. On ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà, ça conclut ce beau texte de Corinne Boutrin. J'aimerais la remercier. Et là, je vous parlais de Jules Renard avec Poil de carotte. J'en profite pour dire Jules Renard est bien sûr connu pour Poil de carotte, mais il est surtout connu pour son journal, et je vais vous lire une petite phrase qui explique pourquoi je vous lis souvent des textes écrits par des jeunes auteurs ou des enfants. Et je vais terminer avec ça. Il a écrit dans son journal le 1er mai 1891 « Qu'est notre imagination comparée à celle d'un enfant qui veut faire un chemin de fer avec des asperges ?» Réfléchissez à cela. Au revoir tout le monde.